Fabrice Croiset is a French Aikidoka. He started practicing under Pierre Haley in the 90s when he was 18. In 1995, he passed his first Dan and became a member of the Cercle Tissier in Paris, where he met his mentor, Christian Tissier Shihan. He became his assistant, then an official teacher of the Cercle, where he taught teenagers as well as adults. He also taught for several years at the ECA Dojo, Graduate School of Engineering, before founding his own dojo near Paris in 2012. For 4 years, he participated in the technical direction of the Île-de-France League for the National Technical College of the French Aikido Federation, next to another renowned practitioner, Mar Say. He's now the regional technical representative for that same organization in the Picardy region. Fifth Dan, excellent teacher and much estimated in the community, Fabrice Croiset conducts seminars in France and abroad. This meeting took place during the 14th Kyoto International Aikido Seminar. Fabrice, merci de m'accorder cette interview. Alors, comme on en a déjà parlé rapidement tout à l'heure, quand je parlais de l'interview de Christian et du fait que j'ai bien orienté les interviews sur l'aspect humain et sur ce que l'aïkido peut apporter aux gens, je vais essayer d'orienter mes questions dans cette logique-là. Et pour commencer, pour tous les gens qui ne te connaissent pas, notamment on n'a pas que des gens de l'aïkido dans nos abonnés, donc est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais, qui sont tes enseignants et tes références? Je m'appelle Fabrice Croiset, je suis actuellement 5e Dan d'Aikido, et le grade français et le grade Aikikai. Ma référence principale, capitale, c'est Christian Tissier. Après, autour de ça, je suis intéressé par le travail de certains sensei du Hombu Dojo que je connais, que je vois plusieurs fois par an, et qui sont par exemple Yasuo Sensei, Miyamoto Sensei, Okamoto Sensei qui n'est pas au Hombu Dojo mais voilà, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a amené à l'aïkido? Avant l'aïkido, tu veux dire? Avant l'aïkido, qu'est-ce que tu avais prévu de faire dans la vie et comment tu t'es retrouvé finalement professionnel, donc, du coup, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai que c'est une question intéressante parce que j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait plutôt un bon lycée, un bac scientifique. Après j'ai fait des études d'ingénieur microélectronique que j'ai suivi jusqu'au bout. Bon, au départ moi je voulais plutôt faire de la recherche scientifique, j'étais très attiré par l'astrophysique, etc. Mais bon, je me suis retrouvé plus travailleur sur un tatami que devant mes cahiers, donc voilà, à un moment j'ai un peu basculé d'options. Je cherchais quelque chose qui soit sans doute pas dans le moule sociétal, c'est-à-dire pas... je souhaitais pas rentrer dans une entreprise, voilà, je m'y sentais pas bien, et je cherchais un travail, une discipline dans laquelle je puisse progresser toute ma vie et éventuellement continuer après une retraite. Enfin voilà, je cherchais quelque chose qui soit un peu en dehors du modèle usuel proposé par la société. Et bon, quand j'ai commencé l'aïkido, assez vite ça m'a beaucoup plu sur la portée que ça donnait sur une vie humaine, le fait que la technique change avec l'âge, qu'on mûrisse, et voilà, de voir des gens de très haut niveau, même à déjà des âges avancés. C'est voilà, quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Ouais. Du coup, en partant de ça, donc de ton approche de l'aïkido et du coup ce que ça t'a fait découvrir, comment ça a influé sur toi tout au long des années, comment tu définirais l'aïkido? Qu'est-ce que c'est l'aïkido? Pas une définition de bouquin de Wikipédia, j'entends. Là encore, c'est une question intéressante et pas facile parce que c'est quelque chose qui change beaucoup avec le temps. Comment dire, l'idée que j'en avais quand j'ai démarré, qui était sans doute très romantique, voilà, que c'était pratiqué par des gens qui passaient du temps dans la montagne, sous les cascades, et qui pouvaient balancer avec un seul doigt quelqu'un qui était très méchant. Bon, bien sûr, ça, c'est tombé à un moment, cette idée-là. Et puis bon, l'idée qu'on a de la pratique évolue. J'ai pas la même qu'il y a 10 ans, j'ai pas la même qu'il y a 20 ans. Enfin bon, voilà. Et sans doute que dans 5-10 ans, ça aura à nouveau évolué.
comment je le définirais? La première chose, je dirais que c'est quand même un art martial. C'est souvent quelque chose que les gens oublient. Je pense que c'est vraiment le fondement. Et qu'à travers ce budo, cet art martial, les gens peuvent se forger, se changer. Bien sûr, il y a un aspect physique, donc développer un physique qui soit construit, qu'on se tienne bien, que le corps soit relativement harmonieux, dans sa façon de bouger. Et aussi, bien sûr, il y a beaucoup d'aspects humains, mentaux, qui vont se développer avec le temps. Et le fait qu'on soit en permanence avec d'autres humains pour pratiquer, progresser, donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui change énormément le regard sur les humains, en fait. Je me rends compte que je touche beaucoup plus facilement les gens que quand j'avais 20 ans. Je suis moins stressé quand on me touche, enfin des choses aussi simples que ça. Donc sur le contact, le pétrissage des autres pratiquants sur le tatami, ça change beaucoup la vision qu'on a du corps des autres. Et puis après sur sa propre personnalité, c'est difficile de savoir comment on serait si on n'avait pas fait. Mais bon, c'est sûr que ça change beaucoup de choses sur l'assurance qu'on a, sur la faculté d'établir de bonnes relations avec les gens, la faculté à voir arriver les problèmes avec les gens, d'assez loin maintenant, donc de mieux les gérer puisqu'il y a plus d'espace pour quand les problèmes arrivent. Il y a beaucoup de développements qui se font. Après, encore une fois, comme on est au milieu de ce mouvement-là soi-même, c'est pas toujours facile de décider ce qui serait arrivé si on n'avait pas fait d'aïkido et quelle est la part de l'aïkido là-dedans. Enfin, c'est sûr que la part de mûrissement humain est très importante et quand je vois des gens qui étaient étudiants avec moi, quand je les rencontre ou qui étaient dans mes âges, souvent comment dire, j'ai l'impression qu'ils ont pris moins de bouteilles, enfin je sais pas comment expliquer, mais ils ont mûri un peu étrangement souvent, voilà. Du coup, ça me fait je sais pas si tu partages cette vision-là, mais je viens aussi un petit peu d'un milieu un peu scientifique et de cette logique-là au départ, et l'aïkido m'a appris à aimer les gens, parce que quand on a ce côté un peu scientifique, on catalogue beaucoup les choses, et puis les gens qui rentrent pas dans les cases, ou les gens qui sont pas, j'allais dire, pas aussi intelligents, mais pas aussi formés à cette logique de scientifique, ils sont casse-pieds, on les accepte moins, etc. Puis quand on est sur le tapis et qu'on comprend que on peut pas soi-même progresser sans l'autre, quel que soit l'autre, là c'est un truc que peut-être que l'aïkido vient contrebalancer par rapport à une logique trop rigide peut-être de la vision des choses. Je sais pas, non mais je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que déjà on se met à manipuler, à travailler ou à se faire manipuler, parce qu'au début on s'est quand même beaucoup manipulé plus que l'inverse, avec des gens de beaucoup de milieux, déjà des gens qu'on fréquentait pas forcément avant. Ensuite, effectivement, ce que tu dis est vrai. Quand on a une bonne formation, on a une lecture un peu intellectuelle des gens au niveau de l'intelligence, et assez vite on les classe, paf, 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 plus, moyen, moins, et on établit plus facilement des relations avec des gens qui sont dans nos catégories de pensée, enfin voilà. Et bon, le fait déjà de se faire brasser par des gens qui des fois nous paraissent des imbéciles, déjà ça remet un peu les idées en place. Et bon, je fais un petit peu d'autres disciplines à côté, un peu de pied-point, c'est pareil. Il y a des gens que je fréquenterai jamais dans la vie et que je dois absolument respecter quand je rentre dans la salle parce que je peux pas faire autrement de toute façon. Donc voilà, et à l'aïkido c'est pareil. Il y a des gens que j'ai appris à découvrir et à apprécier, même si peut-être c'est pas des gens avec qui j'aurais noué des liens comme ça a priori, quoi. Donc effectivement, ça change beaucoup la façon d'envisager le rapport à l'autre. Et comme effectivement on essaie de pas se blesser quand même à l'entraînement, il y a un côté fraternel que je pense
avec les années, ça s'imprègne vraiment chez les pratiquants, ouais, je pense. Est-ce que tu es professionnel? Et qu'est-ce que c'est que d'être professionnel d'aïkido aujourd'hui? La plupart des gens qui nous regardent sont pas français et n'ont pas vraiment conscience de comment fonctionne le système fédéral en France. Donc j'ai 2-3 questions là-dessus pour donner une vision un petit peu de comment l'aïkido s'organise en France et quelles sont les conséquences sur la vie des enseignants. Bah, effectivement, moi je suis professionnel, bon, c'est-à-dire que je fais que ça en gros. Après, il faut quand même comprendre qu'il y a différentes sortes de professionnels. Il y a des gens qui vont faire beaucoup de cours, par exemple beaucoup de cours enfants, voilà, qui vont aller dans les écoles, voilà, multiplier les heures. Bon, moi j'ai la chance d'être auprès de Christian qui m'a beaucoup poussé à progresser sur plein de plans, de manière à ce qu'à un moment ça puisse fonctionner. Ça impliquait que j'avais tendance à être en retard, que je sois à l'heure. Ça impliquait que je m'habille bien, que je sois propre sur un tatami en dehors. Enfin des choses aussi simples que ça, mais qui ne me venait pas forcément naturellement au début, parce que bon, si j'arrivais un peu comme ça ne me dérangeait pas. Et voilà, donc il y a des choses simples comme ça que j'ai dû mettre en place. Après, surtout, le fait d'être professionnel, bien sûr, c'est d'en faire beaucoup. Bien sûr, c'est d'être très exigeant sur ce qu'on souhaite et donc sur le travail qu'on fournit, parce que sans ça, c'est creux, ouais, pas d'autres mots. Donc c'est beaucoup de travail. Après, moi je continue, je me suis beaucoup entraîné quand j'avais 25 ans, là, quand je suis arrivé chez Christian. Je m'entraîne encore 2 fois par semaine au minimum. Si je peux, je fais plus. Et puis surtout, j'essaie de vraiment constamment m'améliorer dans ce que je propose, dans ma façon de travailler avec les gens qui sont près de moi, ou quand j'ai la chance de proposer mes cours auprès de publics plus larges, quoi. Voilà. Et en dehors des cours, est-ce que tu as des responsabilités attenantes à une position dans la fédération ou dans le système d'enseignement? Bon, c'est en train un peu de changer là dans la fédération française, mais je fais partie de ce qui s'appelle le collège technique, donc qui est un collège d'experts d'une 30aine de personnes qui sont mandatés par la fédération pour transmettre la technique sous l'égide de la fédération et éventuellement former les enseignants. Je suis aussi dans ce cadre-là ce qui s'appelle directeur technique de Picardie. Donc Picardie, c'est une région à côté de Paris, légèrement au nord. Dans cette région-là, je suis le représentant de la fédération pour faire progresser et maintenir, transmettre la technique, en tout cas telle que je la connais. Voilà, donc j'ai ces responsabilités-là. Fédéralement, c'est tout. Du coup, ça veut dire qu'avec un système d'organisation comme celui-là, il va y avoir quand même pas mal d'échanges entre les régions et entre les... peut-être pas à très grande distance, mais... parce que toi, tu habites et tu enseignes à Paris. Ouais. Bon, la Picardie, c'est juste à côté, hein, donc pour moi, c'est très pratique. Après, c'est comme partout, ça a tendance à se cloisonner un peu. Là, dès qu'on met en place une structure, elle apporte des choses, mais en même temps, elle crée des murs quelque part. Donc souvent les gens d'une région à l'autre ne se connaissent mal, à moins qu'ils soient près de la frontière d'une région, auquel cas, des fois, voilà, mais c'est pas toujours très fluide les connexions, mais bien sûr il y en a évidemment, et il y a des efforts faits par la fédération pour que les experts tournent sur les régions, donc voilà, qu'ils soient pas toujours sur la même. Alors ça a des points positifs, mais ça a aussi le fait qu'il y ait moins de suivi, donc voilà, il y a des points positifs et négatifs à ces choses-là, quoi. À ma connaissance, la France est le seul pays qui oblige à faire des stages pour passer des grades. C'est possible. Je connais pas les systèmes ce qui est plutôt du monde entier, mais une bonne chose en soi, quoi. Après, on peut aller voir toujours les mêmes profs et puis ça n'a pas d'intérêt, mais au moins ça donne une opportunité de. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est. Alors évidemment, je suis né dans ce système-là, donc d'une certaine manière, il me paraît naturel. Mais je pense que c'est une chose importante parce que moi, j'ai démarré dans un petit club de banlieue.
Et les premières fois où je suis allé dans des stages fédéraux, donc c'était Bernard Palmier, qui est 7e dan Chien maintenant, et j'ai vraiment découvert de la technique, de la pédagogie, enfin, et ça m'a ouvert les yeux sur le fait que d'abord il y avait des experts qui avaient une technique assez irréprochable, une pédagogie très en place, et que la fédération proposait ça, et que c'était disponible, c'était pas cher, il y en avait un par mois, enfin voilà. Donc je pense que c'est des choses importantes. Après, les gens en profitent ou en profitent pas, mais ceux qui sont motivés, logiquement, vont sauter dedans, quoi. Donc c'est important que ce soit proposé. Et après, le fait que ce soit obligatoire pour passer les grades, c'est bien, moi je pense, parce que à un moment, tout le monde arrive dans les mêmes stages, les gens viennent de très bons clubs, de clubs moyens ou de clubs de niveau faible, peu importe, tout le monde se retrouve là, et comment dire, ça lisse un peu les niveaux, je pense que c'est important. Ouais. Donc, du coup, quelle est l'organisation, enfin, du coup, l'enseignement de l'aïkido, c'est un peu comme, ça fait un peu partie de l'industrie j'allais dire du divertissement, mais enfin, c'est un peu les gens travaillent quand les autres travaillent pas. Parce que les gens, ils viennent au club. Oui, à contre-temps, tout à fait. À contre-temps. Donc les gens viennent au club quand ils ont terminé de travailler. Bien sûr. Une famille, ça doit pas être évident d'organiser sa vie autour d'un système comme ça où finalement la journée on prépare et le soir on fait ses cours, on finit tard. Comment ça s'organise pour un directeur technique comme toi? Avec Hélène, ma compagne, on fait le même métier, donc à la fois c'est une chance puisqu'on peut communiquer très largement ensemble sur ce qu'on fait, etc. Et puis on travaille en même temps, voilà. Mais bon, ça fait qu'effectivement avec les enfants on peut pas, nos absences sont en même temps, quoi. Donc et à contre-temps du mouvement général de la société, donc le soir, les midis, les week-ends. Donc ça oblige à beaucoup de remplacements, babysitting, voilà, avec les enfants malheureusement. Mais on peut pas faire autrement. Donc on essaie d'être très présent le matin, en journée, les récupérer tôt à l'école. Et voilà, on a tout un réseau d'amis, de babysitters qui peuvent nous aider, la famille. Voilà. Donc on parlait tout à l'heure de l'influence de l'aïkido sur la personnalité et puis sur le développement des gens. Comment tu envisages ça dans ton enseignement pour tes élèves? Est-ce que tu l'enseignes juste de la technique ou est-ce qu'il y a aussi des choses à côté Ouais, pour l'instant j'ai un peu de mal à me projeter, à prendre vraiment les gens en main sur leur vie personnelle. Quand il y a des choses qui vraiment vont pas, évidemment, je les signale, j'essaie de faire passer le message. Mais bon, si les gens me parlent de leurs problèmes, bien sûr, j'essaie d'aider, mais j'ai du mal à attaquer sur leur personnalité sur le tatami. Après, s'il y a des choses qui répétitivement ne vont pas, à un moment il faudra bien qu'on aborde le sujet, mais j'aborde beaucoup par la technique et puis donc par le corporel. Et après sur la progression humaine, ça se fait de toute façon avec les années, et si ça se fait pas, effectivement. Si ça se fait pas, de toute façon, souvent les gens s'en vont, parce qu'ils perdent un peu l'intérêt. Mais si ça se fait pas, à un moment, il faut bien, évidemment, signaler les choses. Ouais. Mais je trouve que c'est pas facile. Mais tu penses quand même que dans l'échange technique et dans la philosophie qui sous-tend les techniques de l'aïkido, il y a aussi quelque chose que si les gens ont envie d'aller le chercher, parce qu'il faut toujours essayer de le voir pour le saisir, qui permet vraiment de travailler sur soi aussi en dehors de tapis. Moi, je pense, oui, je pense. Je pense que de toute façon, l'effort continu qu'il y a sur un tatami au long des années, il lave la personnalité. De fait, à un moment, alors en même temps, il faut quand même de l'ego pour rester longtemps sur un tatami. Hein, le fait d'avoir une personnalité forte aide beaucoup. Hein. Mais la pratique, elle lave la personne quand même d'un certain point de vue. Donc ça, forcément, on évolue.
ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent les gens viennent à l'aïkido avec une idée, ils ont souvent lu des choses dessus, bon des fois c'est par hasard, mais souvent ils ont une idée pour sur oui, soit sur quelque chose de complètement ésotérique, soit sur une progression, comme on en parlait tout à l'heure, sur une vie, ou voilà, sur comment évoluer. Ce à quoi je fais très attention, moi, au-delà de la technique dont on parlait, c'est vraiment que l'ambiance de travail soit bonne et positive. Ça me paraît la condition sine qua non pour que tout le monde puisse, s'exprimer, progresser, et trouver du plaisir sur le tatami, sans quoi tout le monde arrête, hein, et s'il n'y a pas de plaisir, on arrête. Donc l'ambiance de travail me paraît très très importante, et c'est vrai que j'insiste souvent beaucoup là-dessus pour que le groupe entier fonctionne. Aujourd'hui, on a tendance à classer l'aïkido, le tel style, puis au sein même de... on peut les nommer, hein, Aikikai, Wama, Yoshinkan, et puis au sein même de l'Aikikai, dont finalement on fait partie tous les deux, bon, il y a encore plein de sous-styles de pratique, et on peut voir, comme le stage auquel on participe en ce moment, Christian Tissier, Miyamoto Sensei, qui ont des aikidos complètement différents visuellement, mais qui se retrouvent pour pratiquer ensemble. Dans quelle mesure je pense que c'est important que l'aïkido s'exprime de manière différente chez les gens? Et je pose cette question-là parce que je ferai bien sûr de la question et la mettre en relation avec la question sur qu'est-ce que c'est que l'aïkido Christian Tissier. Alors même s'il y a plein de gens qui voudraient moins se définir de l'aïkido de Christian, il y a quand même quelque chose qui a été impulsé par lui puis par ses élèves ensuite. Comment tu ressens ces différences et puis qu'est-ce que c'est que l'aïkido Christian Tissier? Oui, évidemment, les corps sont différents, les mentalités sont un peu différentes. Bon, je pense que c'est important d'abord, quand on démarre ou quand on a envie d'aller loin, de suivre longtemps un professeur, parce que sinon on s'éparpille. Donc ça, c'est vraiment important de trouver des bases corporelles qui vont nous suivre longtemps et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer de manière sereine et sécure. Ça, c'est très important. Donc bien sûr, il faut bien choisir son professeur, sinon voilà, et on perd du temps. Et ensuite, le suivre un bon moment, de manière à vraiment trouver des bases qui vont nous durer très très longtemps. Après, moi, c'est vrai que ça m'intéresse de voir d'autres gens de très bon niveau de temps en temps dans l'année, parce que d'abord ils ont d'autres façons de résoudre les problèmes techniques qu'on rencontre, de distance, de puissance, de façon de s'engager, de situation, enfin voilà, ils abordent souvent sous un autre angle, la façon de le résoudre est un peu différente, voilà, et j'attrape plein de choses là-dedans, là qui m'aide légèrement à ouvrir mon champ, voilà, de possibilités de réaction, de possibilités de progression, voilà. Et je suis très intéressé par tout ça. Après, je pense qu'il faut pas trop se focaliser sur les questions de style, parce que bon, c'est pas ça qui est le plus important. Effectivement, bon, chaque sensei a un peu sa personnalité, donc va tendance à attirer plutôt, voilà, soit des gens costauds, soit des gens rapides et minces. Enfin voilà, mais il y a du bon partout, et je pense qu'il faut pas trop se focaliser là-dessus. Moi, comment dire, bien sûr, je suis un élève de Christian, mais je suis intéressé par tout ce qui est de qualité, quoi. Et ensuite, bon, pour rebondir sur ta question, définir l'aïkido de Christian, j'aurais du mal à te répondre. Bon, enfin, il y a quand même des choses qui sont assez claires. C'est que, bon, d'abord, c'est quelqu'un de très exigeant sur la technique, sur l'engagement qui est corporel et mental, enfin psychologique à mettre dedans. Il a raison, parce que sinon on progresse que moyennement, donc il y a un moment où il faut vraiment s'engager. Ensuite, ce qui m'a souvent sidéré chez lui, c'est ça, et qui peut-être fait une grande partie de son succès, c'est que il aborde plein de positions ensemble. C'est-à-dire que là, ce soir, il a fait un cours sur les bases, donc il a la capacité à avoir d'une certaine manière la transmission de ce que fait le doshu, c'est-à-dire des fondamentaux qui sont toujours les mêmes. Voilà, c'est un peu métronomique, c'est simple,
c'est en puissance, ça fonctionne, voilà. Et c'est les fondamentaux que tout le monde doit avoir. Donc il a cette capacité-là, et il a aussi une très grande capacité de recherche. Bon, d'abord il a fait d'autres arts martiaux, donc ça je me rends compte maintenant, ça a forcément influé sur sa façon d'envisager la technique. Et bon, je pense que le fait qu'il ait été très proche de Yamaguchi Sensei fait que aussi il est en permanence en train de rechercher des options techniques, des évolutions corporelles en fonction de lui, de son évolution corporelle aussi et mentale. Enfin voilà, des choses qui fonctionnent chaque fois mieux, qui soient à chaque fois plus pertinentes. Donc il a vraiment plusieurs casquettes ensemble qui font un panorama assez vaste, quoi. Voilà. Ouais, moi, il y a une chose, pas de l'extérieur. Du coup, pour ne jamais vraiment avoir été un élève de Christian, on n'a fait que quelques stages et quelques cours. Et la pédagogie, quoi. Moi, je suis impressionné. Je me rappelle d'une chose, et j'ai l'impression qu'il transmet ça à ses élèves, et je trouve ça extraordinaire. Je me rappelle du congrès international de yogi il y a 6 ans maintenant, où il a assisté à la moitié des cours des autres profs pour regarder les gens, pour préparer son cours, pour se faire une idée de ce que les gens étaient capables de faire, de ce qu'ils avaient à travailler, etc. Pour regarder comment les autres profs enseignaient aussi. C'est le seul. C'était le seul. Et ça, côté pédagogie, c'est pas tant que sa pédagogie est meilleure qu'une autre, c'est que la plupart des autres enseignants que je connais, alors pour le coup, moi je pratique au Japon, pas en France, donc à faire surtout à peut-être une opposition France-Japon, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pédagogie, quoi. Ça, c'est quelque chose qui fait du bien. D'accord. Ben, alors, c'est intéressant ton point de vue, puisque toi, tu vis ici, et voilà. Nous, en France, effectivement, Christian, c'est très structuré, il y a toujours... il est intéressant, hein, parce qu'il a effectivement une pensée très structurée, et en même temps, c'est très vivant, il réagit beaucoup aux situations, c'est à la fois très structuré et très instinctif. Il y a vraiment les deux aspects. Effectivement, dans ce que j'ai pu voir des sensei japonais, c'est souvent, comment dire, il n'y a pas d'explication verbale. Par contre, c'est une explication situationnelle. Et voilà, avec le temps, les élèves vont comprendre, ressentir et structurer dans leur tête, voilà. Et moi, étant dans un bain français, où non seulement Christian, mais aussi plein de profs français ont tendance à beaucoup structurer, décomposer, des fois à l'excès, des fois jusqu'à un niveau où ça perd un peu son sens. Je prends un peu d'air frais, souvent quand les enseignants au contraire laissent vivre un peu les situations et comment dire, proposent une pratique sans spécialement donner de direction pédagogique ou quelconque, voilà, à part simplement ce qui est proposé. Donc moi, ça me fait du bien de temps en temps quand je les vois. Après, j'entends bien ton argument et effectivement, je pense que le fait de structurer une pédagogie est important, oui, mais c'est vrai. Du coup, c'est très intéressant. De ton point de vue, puisque tu voyages aussi un petit peu, parfois avec Christian, parfois pour enseigner, c'est quelque chose qui est spécifique à la France, ou du moins autour de l'Europe, enfin autour de la France en Europe, ce côté très pédagogique, ou alors c'est un peu partout comme ça, sauf au Japon en fait. Je pense que effectivement le fait de se plonger dans une pratique sans trop l'expliquer, c'est très japonais quand même. Après, les différents endroits où j'ai pu me rendre, bon, maintenant il y a de la pédagogie quand même, hein. Enfin, en tout cas, peut-être parce que je suis dans le monde autour de Christian, mais les endroits où la pédagogie est un peu étrange, bon, il y a une pédagogie mais qui est très mystique, c'est un peu bizarre effectivement, bon, mais c'est quand même, ça a tendance à se structurer mondialement, je dirais, ouais. Je dirais. Le fait qui est juste une pratique, ça reste très japonais, je pense. Ouais.